Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. Ça y est, la saison NCAA s'est achevée sur le sacre de UCLA. La classe 2 senior a remporté le titre assez facilement face à South Carolina et cette victoire finale nous projette directement vers la draft WNBA. Comme vous le savez certainement, tout s'accélère cette année en WNBA. Le CBA a été signé très tardivement et du coup on est en pleine free agency, ça a commencé il y a quelques jours. On a d'ailleurs eu beaucoup de signatures. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo ne sort que maintenant, car je voulais essayer de vous présenter une mock draft de WNBA la plus accurate possible en fonction des besoins des équipes. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter ma mock draft, ce que je ferai en tant que general manager d'une franchise WNBA. Mais je vous rassure, on ne va pas s'occuper des 3 tours, on va se concentrer exclusivement sur le premier. Avant de démarrer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait, mais également à me dire dans les commentaires quelle est la joueuse que vous attendez le plus lors de cette draft WNBA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais quand même souligner quelques petites choses pour le bon déroulé de cette mock draft. Tout d'abord, comme toute mock draft, elle est très personnelle. Ce sont mes choix, ils n'engagent que moi, et ce n'est certainement pas ce qui va se passer dans la réalité. Malgré tout, même si j'ai des préférences personnelles pour certaines joueuses, je vais essayer d'être le plus objectif possible et d'aligner mes convictions avec les besoins de chaque équipe. Certains choix pourront donc faire débat, je ne serai pas en accord avec la plupart des mocks que j'ai pu voir, mais ça pourrait vous donner un autre son de cloche sur ce qui pourrait se passer lors de la grande soirée de la draft dans la nuit de lundi à mardi. Pour réaliser cette mock, je vais utiliser le Draft Simulator d'ESPN. Vous avez le lien en description, donc si vous voulez vous prêter au jeu, n'hésitez pas à le faire et à me le partager sur les réseaux sociaux. Allez, sans perdre plus de temps, on commence tout de suite avec le premier choix de la draft, détenu par les Dallas Wings, qui avaient déjà drafté Paige Bueckers en première position la saison dernière. Et pour moi, c'est un choix assez évident, encore une fois cette année. Car oui, ces dernières semaines, on a pu lire un petit peu tout et n'importe quoi, et Izzy Fudd a longtemps tenu la corde à la première place, puis a été détrôné par des joueuses comme Awa Pham ou Olivia Miles. Dans certaines mocks, on a même vu Lauren Betts. Mais pour moi, le choix évident de cette draft, c'est bien Izzy Fudd. Elle est de très très loin la meilleure shooteuse de cette draft, la meilleure joueuse off-ball, l'une des meilleures défenseuses off-ball présentes dans cette QV et pourrait même être très vite l'une des meilleures défenseuses off-ball de WNBA. Elle a également une relation toute particulière avec Paige Bueckers, la star de Dallas, les deux étant passés par Yukon et ont un jeu très complémentaire. Et c'est donc pour cela que c'est un no-brainer pour moi de sélectionner Izzy Fudd en 1, en particulier après les derniers mouvements de Dallas à la Free Agency. On pouvait craindre qu'elles aient du mal à trouver une intérieure. Dans ce cas-là, le choix d'Awa Pham aurait pu être un petit peu plus judicieux, mais avec les signatures d'Alana Smith et de Jessica Shepard, il n'y a plus aucune question à se poser, c'est bien Izzy Fudd qui devrait entendre son nom appelé en premier lors de la draft lundi soir. À la deuxième position, c'est un petit peu plus compliqué. En effet, Minnesota a vu pas mal de ses joueuses majeures partir lors de ce début de free agency, et on peut se demander si cette année ne sera pas une année de transition, avec Nafisa Collier encore blessée et en rééducation, Alana Smith et Jessica Shepard partis, Bridget Carlton également. On sait que Kayla McBride est blessée, elle a subi une opération au niveau de l'oreille et n'est pas apte à retourner en Europe pour le Final Six, donc on ne sait pas trop dans quel état elle est. Courtney Williams n'est plus sous contrat, Natasha Heidemann est partie, l'effectif est bien vide et on peut se demander si prendre une jeune joueuse, moi c'est ce que j'aurais fait dès le début, mais là ça semble confirmer ce choix-là, prendre une jeune joueuse comme Awa Pham qui aura le temps de se développer et d'avoir des minutes pendant un an ne serait pas la meilleure chose possible pour cette équipe de Minnesota. L'autre choix évident serait Lauren Betts, une joueuse un peu plus évoluée, plus vieille également, et qui amènerait une défense intérieure qui a fait la force de Minnesota pendant quelques saisons, mais qui impacterait grandement son spacing, là où Awa Pham se fondrait un petit peu plus dans le collectif offensif. Deux visions donc bien différentes. Est-ce qu'on opte pour de la défense avec Lauren Betts ou est-ce qu'on mise sur le potentiel énorme d'Awa Pham? C'est la vraie question que Minnesota devra se poser. Moi personnellement j'irai sur Awa Pham, c'est une joueuse capable de switcher sur à peu près tous les postes. Elle est très mobile pour sa taille, capable de défendre sur des meneuses ou des arrières après pique, mais elle a également le meilleur footwork de cette classe de draft pour les intérieurs et aussi une qualité de passing qu'on voit rarement chez des bigs. Donc à son jeune âge, on rappelle qu'elle a seulement 19 ans, avoir une joueuse comme ça dans son effectif,
avec la possibilité de lui donner les minutes pour se développer, prendre un petit peu de coffre, sachant qu'elle a dit elle-même que venir jouer en WNBA était une priorité pour elle, eh bien pour moi, il n'y a pas de question à se poser, c'est Awafam qui devrait être prise en deuxième choix de cette draft. Du côté de Seattle, pour le troisième choix, j'ai beaucoup changé d'avis ces derniers jours. À la base, pour moi, le pic le plus logique aurait été de prendre Kiki Rice. Mais pour cela, il aurait fallu une équipe qui reste compétitive. Or, si vous l'avez suivi un petit peu, l'équipe de Seattle a appuyé sur le bouton rouge, elles font tout sauter et partent sur une phase de reconstruction. En effet, Nneka Ogwumike, Skylar Diggins, Erika Wheeler, Brittney Sykes, Gabby Williams sont toutes sur le départ et seuls Ezi McBegor et Dominique Malonga, qui étaient des joueuses clés de la rotation la saison dernière, seront dans l'effectif la saison prochaine. Et encore, pour Ezi, on n'est pas encore sûr pour le moment. De ce fait, avec la présence de Dom dans la raquette, difficile d'imaginer Seattle prendre Lauren Betts. Le choix se jouerait donc entre Olivia Miles et Kiki Rice, et si cette dernière serait une excellente joueuse de complément dans une équipe déjà avec une base solide, ce n'est ici pas le cas pour Seattle, et donc elle devrait opter pour Olivia Miles, une joueuse qui a ses limites, j'en ai déjà beaucoup parlé, que ce soit sur Twitter ou dans des vidéos l'année passée par exemple lors de la March Madness, mais c'est une joueuse qui pourrait rentrer parfaitement dans le projet de jeu de cette équipe du Storm. Meneuse ultra flashy, capable d'enflammer un match grâce à ses passes, elle devrait parfaitement se fondre dans un collectif rajeuni et devrait avoir pas mal de ballons offensivement, ce qui lui permettrait d'exister. Car oui, Olivia Miles en off-ball, c'est très compliqué, tant elle a besoin du ballon pour exister. L'autre gros problème d'Olivia, c'est la défense, car oui, elle a tendance à s'endormir un petit peu quand elle défend loin du ballon, et elle a du mal à faire les efforts quand elle est en défense on-ball sur la porteuse de balle. Malgré tout, c'est une joueuse avec énormément de qualité. Et lui donner les clés d'une attaque dès sa première saison pourrait permettre à Seattle de l'évaluer et de voir si c'est une option viable pour le long terme ou plutôt une solution de dépannage pour le moment. En troisième choix de la draft, je sélectionne donc Olivia Miles. Côté Washington, pour le quatrième choix, l'évidence semble beaucoup plus grande. En effet, l'équipe est très jeune et devrait perdre Shakira Hoskins à la Free Agency, étant donné que Toronto lui a proposé un contrat max sur plusieurs saisons, et on voit mal pourquoi Washington accepterait de s'aligner sur ce contrat et de la faire revenir. De ce fait, le choix le plus évident serait donc Lauren Betts, l'intérieur de UCLA récemment sacrée championne et MOP à la March Madness, car la joueuse de 2,01 m devra apporter toute son expérience, sa défense intérieure et sa présence au rebond pour combler certaines lacunes du secteur intérieur. Attention cependant à ne pas attendre la même production offensive de la part de Lauren en WNBA que celle qu'elle avait à UCLA, car si elle était très dominante, c'est aussi car elle avait un physique plus évolué et imposant que ses adversaires au niveau universitaire, mais surtout car elle jouait énormément de situations de post-up. En WNBA, même si elle devra en avoir quelques-unes, ce ne sera certainement pas à la même échelle que ce qu'elle avait l'année passée, et elle ne pourra pas dominer physiquement certains de ses match-ups. L'équipe qui draftera Lauren Betts, ici donc je pense, qui sera Washington, va surtout la faire venir pour sa défense, sa présence au rebond, et ses qualités de passing au poste bas pour renverser le jeu rapidement sur des shooteuses comme Sonia Citron par exemple. Avec le quatrième choix de la draft, Washington prend donc Lauren Betts. Du côté de Chicago, la lecture est très difficile. Comme je vous le disais juste avant, de base, dans ma mock draft, il y a encore quelques jours, j'avais Kiki Rice en 3 et je faisais partir Olivia Miles du côté de Chicago en numéro 5. Avec les récents mouvements lors de la Free Agency, je fais donc partir Olivia Miles en 3, ce qui laisse Kiki Rice disponible en numéro 5. Mais est-ce le meilleur fit du côté de Chicago? On a vu dernièrement qu'ils ont transféré Angel Reese du côté d'Atlanta. Sur le poste de meneuse de jeu, le club a recruté à très bon prix Skylar Diggins, qui va apporter toute son expérience à l'équipe. Et dans les ailes, il manque peut-être un petit peu de monde. À l'heure où je tourne cette vidéo, le trade entre Ariel Atkins et Rickea Jackson n'a pas encore été officialisé, mais on devrait avoir l'ancienne joueuse de Los Angeles, Rickea, qui devrait avoir des minutes sur le poste 3. Il manque tout de même un petit peu de profondeur dans les ailes, et c'est pourquoi, si j'étais parti de base sur un poste de meneuse de jeu à la draft, eh bien je pense qu'elles vont se tourner vers une joueuse qui peut jouer dans l'aile, et surtout qui va amener une dimension marketing bien supérieure à Kiki Rice. Je parle ici évidemment de Flau'jae Johnson. L'ancienne coéquipière d'Angel Reese à LSU sort d'une saison senior assez décevante sur le plan statistique. On l'a vu dans un vrai creux cette année, et si elle a encore du mal à être constante au fur et à mesure des rencontres,
elle a tout de même un très fort potentiel en tant que slasheuse et pour se créer elle-même ses propres tirs. Son athlétisme naturel, couplé à sa progression au fur et à mesure des saisons sur son tir extérieur, lui permettrait peut-être de s'épanouir et de s'exprimer un petit peu plus dans une équipe où elle aurait moins de responsabilités qu'ailleurs. En cinquième position de cette draft, j'ai donc sélectionné Flau'jae Johnson pour Chicago. Vous l'avez donc compris, j'avais Kiki Rice très haut de base dans mes mock drafts, mais au fur et à mesure des mouvements de ces derniers jours, elle commence à chuter, mais elle ne chutera pas plus que la place numéro 6, et j'aimerais beaucoup la voir du côté des Toronto Tempo. Après une draft d'expansion très encourageante de la part de Toronto, la franchise a mis les petits plats dans les grands en signant des joueuses de gros calibre lors de cette free agency. En effet, Britney Sykes et Marina Mabrey ont toutes les deux signé un contrat max avec l'équipe du Canada, tandis que Shakira Austin a reçu une offre, l'a signée et attend la réponse de Washington pour savoir de quoi son avenir sera fait. L'équipe a également sélectionné Julie Allemand lors de la draft d'expansion, et je pense donc qu'avoir une meneuse comme Kiki Rice en tant que backup, qui pourrait sortir du banc ou jouer aux côtés de Julie Allemand ou de Britney Sykes par séquence, eh bien serait un choix très intéressant de la part de Toronto. Véritable two-way player, Kiki Rice est une joueuse capable de gérer une équipe offensivement en mettant le système et le style de jeu en place, tout en défendant le plomb de l'autre côté du terrain. Si elle peut avoir plus de difficultés pour se créer son propre tir qu'une Olivia Miles par exemple, c'est une joueuse qui a énormément progressé sur son tir extérieur au fur et à mesure des années du côté de UCLA et devrait donc être une menace suffisante pour sanctionner en bout de chaîne après que Marina Mabrey ou Britney Sykes par exemple aient créé quelque chose offensivement. De même pour son développement à prendre les rênes du métier de meneuse aux côtés d'une joueuse expérimentée comme Julie Allemand, qui est l'une des meilleures meneuses d'Europe, on le rappelle, eh bien ce serait excellent pour Kiki Rice, et c'est donc pourquoi j'ai décidé de la sélectionner en sixième position du côté de Toronto. Du côté de Portland, nouvelle franchise d'expansion, eh bien on est parti sur tout l'inverse du projet de Toronto. En effet, comme on le disait, Toronto a décidé d'essayer d'être performant dès sa première saison en faisant venir quelques gros noms lors de la free agency. Du côté de Portland, c'est tout l'inverse. On a donné un contrat max sur plusieurs années à Bridget Carlton et on va sûrement essayer de faire jouer les jeunes pour tanker et avoir des hauts pics de draft les saisons prochaines. De ce fait, la franchise pourrait partir dans deux directions différentes. Soit on prend une joueuse très jeune et on essaye de lui donner le plus de minutes possible pour qu'elle se développe au maximum lors de cette première saison, soit on essaye d'aller chercher un nom un petit peu plus connu, une joueuse capable de gros cartons offensifs, car oui, il va en manquer cruellement dans cette équipe de Portland pour le moment, et le choix pourrait donc se porter sur trois joueuses. Tout d'abord, les joueuses jeunes qui pourraient se développer lors des premières saisons, Nell Angloma et Iana Martin. Le profil athlétique de Nell Angloma fait rêver pas mal de franchises, même si moi j'ai beaucoup plus de réserves sur son potentiel niveau en W, mais on en reparlera un petit peu plus tard. La deuxième joueuse possible, c'est donc Iana Martin. Vous connaissez mon amour pour elle, mais avec Carla Ley déjà dans l'effectif, je ne suis pas sûr que Portland souhaite amener une deuxième meneuse européenne dans son club. Mon choix pour le Portland Fire se porterait donc sur Tanaya Latson, l'ancienne joueuse de South Carolina et de South Florida. Elle avait transféré pour sa dernière saison en NCAA. Et pour rappel, pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas, elle était la meilleure scoreuse NCAA il y a encore un an. On peut évidemment se poser des questions sur son efficacité en tant qu'option numéro 1 dans une équipe WNBA, mais dans une équipe comme Portland qui ne va certainement rien jouer cette année, eh bien ce serait une phase de test parfaite pour cette joueuse. Combo garde, capable de jouer au poste 1 comme au poste 2, même si je la préfère sérieusement sur le poste 2, elle est, comme je vous le disais, capable d'énormes cartons offensifs, mais doit énormément progresser sur sa création pour les autres. Lors de sa dernière saison à South Carolina, on l'a vu faire des efforts qu'on n'avait pas forcément l'habitude de la voir faire, que ce soit défensivement ou au rebond, et c'est de bon augure pour la suite de sa carrière. Avec le 7e choix de la draft, Portland sélectionne donc Tanaya Latson. Pour le 8e choix de cette draft, on part du côté de San Francisco, puisque ce sont les Golden State Valkyries qui vont sélectionner une joueuse, et pour moi le choix est beaucoup plus évident que certains ne pourraient le penser. L'an dernier, Golden State a surpris et ébloui un petit peu tout le monde en se qualifiant à la dernière minute pour les playoffs de la WNBA. Mais si vous vous rappelez bien, les 2 premiers mois de compétition étaient quand même très compliqués à regarder du côté de Golden State. Offensivement, c'était un calvaire. Heureusement qu'elles ont pu gagner des matchs grâce à leur défense. Et pour résoudre ce problème offensif,
en sachant que l'équipe ne devrait pas tellement bouger. Elles ont perdu quelques joueuses lors de la free agency, comme Monique Billings par exemple, mais l'ossature de l'effectif devrait rester la même, avec Veronica Burton, Kate Martin, Janelle Salin, Iliana Rupert ou encore Cecilia Zandalassini. Eh bien, je vais ramener une nouvelle européenne dans cet effectif, car après la perte de Carla Leight lors de la draft d'expansion, il manque une meneuse backup, et pour moi, il n'y a rien de mieux pour cette équipe de Golden State que de sélectionner Iana Martin. Pour ceux qui ont regardé les dernières vidéos et qui me suivent depuis plusieurs années, vous connaissez mon amour pour Iana Martin. C'est une meneuse absolument incroyable, certainement déjà à peine 20 ans, la meilleure joueuse espagnole sur le circuit actuellement, et elle serait, je pense, absolument parfaite dans le système que veut mettre en place Nathalie Nakassé. Si ça ne tenait d'ailleurs qu'à moi, elle ne serait plus disponible depuis la 3e position, car je pense sincèrement qu'Iana est le plus grand talent de cette draft. Je ne parle pas de la meilleure joueuse à l'heure actuelle, mais bien du plus grand talent, car à l'heure actuelle, Azzi Fudd est de très loin la meilleure joueuse de cette draft, mais si on devait se fier au plafond de ces joueuses, eh bien Iana est loin devant la concurrence. Et c'est pour ça, comme je vous le disais en début de vidéo, que j'essaye de faire la part des choses entre ce que je pense et que j'aimerais faire avec la réalité des choses et le fait qu'Iana a un physique assez frêle qui peut faire peur en WNBA, que la plupart des GM ne sont pas très hauts sur elle, mais qu'elle a tout de même le talent pour aller chercher un top 8 lors de cette draft. Comme je vous le disais pour le choix précédent, elle pourrait également partir du côté de Portland, voire même du côté de Toronto s'ils ont envie de se faire une petite folie, mais ça m'étonnerait beaucoup plus. Et c'est pour ça que je l'ai sélectionnée en 8e choix pour Golden State. Comme je le mentionnais juste avant, elle réglerait beaucoup de problèmes en sortie de banc au niveau de l'attaque de Golden State. Elle pourrait jouer à côté de Veronica Burton pour se servir lorsqu'elles sont associées de la MIP de la saison dernière comme une connectrice, une deuxième porteuse de balle et laisser la création principale à Iana. Et avec autour d'elle des joueuses comme Janelle Salin ou Iliana Rupert, eh bien ça peut être létal offensivement dans tout ce spacing. Si on peut avoir quelques réserves sur son coffre athlétique et sur sa capacité à tenir le coup défensivement, moi je crois beaucoup en Iana et sur sa capacité à s'adapter au niveau de jeu WNBA. Avec le 8e choix, Golden State choisit donc Iana Martin. Deuxième pick sur 3 pour Washington lors de ce premier tour. Et là, on va essayer de prendre les meilleures joueuses disponibles qui pourraient répondre à un besoin de l'équipe. Si on se fie aux dernières déclarations, Georgia Amoore, Sonia Citron et Kiki Rice devraient être au cœur du projet de jeu cette année. Et ajouter à ça une joueuse comme Lauren Betts sur le poste 5, prise en numéro 4 dans ma mock draft, eh bien ça laisse des possibilités un petit peu à chaque poste pour des joueuses de banc. Est-ce qu'on essaye d'ajouter du shooting avec Jenna Nipkens? Est-ce qu'on veut une meneuse avec un profil beaucoup plus défensif pour suppléer Georgia Amoore comme Raven Johnson? Est-ce qu'on tente le pari sur le long terme avec Nell Angloma? Ou est-ce qu'on veut un couteau suisse, un energizer en sortie de banc comme Gabriela Raquez? Pour moi, et c'est purement personnel cette fois-ci, car je pense que Washington va aller chercher une meneuse vétéran à la free agency, eh bien je me concentrerai sur une joueuse capable d'apporter de bonnes minutes, sur un rôle un petit peu plus réduit, et cette joueuse, ce serait Gabriela Raquez. Capable de jouer 2 ou 3, c'est une joueuse avec énormément d'activité sur le terrain, qui n'hésite pas à faire les efforts, qui se jette sur tous les ballons. On l'a encore vu lors du Final Four cette année, en particulier lors de la finale, où elle aurait pu mériter le titre de MOP, mais c'est également une joueuse capable d'apporter sa pierre à l'édifice en attaque. Les défenses ne vont évidemment pas se concentrer sur elle, et elle est capable de mettre dedans de loin, ou d'aller chercher ses points dans la raquette en provoquant quelques fautes. Sachant que Washington va avoir une équipe assez jeune et qu'elles ont énormément de pics pour les saisons à venir, il ne serait pas non plus impossible qu'elles trade ce pic numéro 9 pour une joueuse avec plus d'expérience ou plus référencée déjà dans la ligue. Malgré tout, si elles devaient drafter avec ce 9e choix, je pense qu'elles opteraient pour Gabriela Raquez. On part du côté d'Indiana qui fait un très bon début de free agency. Elles ont réussi à faire venir Monique Billings, Ty Harris, tout en re-signant Lexi Hull et Sophie Cunningham. Et encore une fois, elles pourraient partir dans différentes directions. Est-ce qu'elles essayent de signer une intérieure pour pas trop cher, pour suppléer Alia Boston sur quelques minutes par match, même si elles ont déjà Keke Timpson et Damiris Nantas dans leur effectif? C'est une option, mais moi je ne partirai pas là-dessus. Est-ce qu'elles amènent un petit peu de shooting aux côtés de Caitlin Clark avec Gianna Nipkens? Pareil, c'est une option, mais défensivement, ce backcourt ferait extrêmement peur. La solution idéale pour moi, et c'est mon choix depuis pas mal de temps déjà, je pense que ce serait Raven Johnson, et ce, malgré la signature de Ty Harris.
En effet, Raven est un profil parfait pour Indiana en tant que backup de Kathleen, et elle pourrait même, par séquence, jouer toutes les deux ensemble sur le terrain. Meneuse défenseuse par excellence, elle n'a pas besoin du ballon offensivement, peut mettre des choses en place pour avoir une Kathleen qui pourrait jouer off-ball par séquence par exemple, et surtout sa progression au tir des dernières années permettrait à Raven de punir après les décalages créés, que ce soit par Caitlin Clark ou Aliyah Boston, dans les défenses adverses. Malgré son petit gabarit, Raven Johnson a une envergure exceptionnelle pour sa taille et sa longueur de segment pourrait vraiment faire du bien à la défense d'Indiana sur les lignes arrière. Avec le 10e choix de cette draft, Indiana sélectionne donc Raven Johnson. Retour à Washington car comme je vous le disais, l'équipe de la capitale a 3 choix de draft lors de ce premier tour et après avoir sélectionné Lauren Betts et Gabriela Raquez, est-ce qu'elles vont sélectionner Gianna Nipkins pour reformer le trio de UCLA? Personnellement, je ne pense pas, même si c'est une vraie éventualité pour cette équipe, et je pense que sur ce dernier choix du premier tour, elles vont partir sur un pari, sur la jeunesse, une joueuse qu'elles ne sont même pas obligées de faire venir tout de suite en WNBA, qu'elles peuvent laisser se développer en Europe. Il s'agit ici de Nell Angloma. Vous l'avez vu, dans certaines mock drafts, Nell est annoncée aussi haut que le 6e choix, mais selon moi, elle devrait partir beaucoup plus tard que ça. Je me trompe peut-être totalement, mais c'est comme ça que j'évalue la joueuse. Car même si elle a explosé cette année en France avec le BLMA, c'est une joueuse qui n'est pas forcément très efficace sur son scoring, malgré ses très bonnes moyennes, et qui a beaucoup besoin du ballon pour exister. Le tir extérieur est pour le moment assez peu fiable. On le rappelle, Neil est encore très jeune, elle a le temps de se développer, mais pour le moment, c'est vrai que je pense que c'est un petit peu juste pour la WNBA. On l'a vu ces dernières années avec des joueuses comme Leila Lacan et Carla Leight, le fait d'avoir attendu un an de plus leur a permis de faire leur trou beaucoup plus facilement en W au moment de leur arrivée. De ce fait, je ne serais donc pas étonné si Washington décidait de partir sur Nell Angloma avec le 11e choix et de la laisser en France ou dans un autre club d'Europe une saison de plus pour qu'elle se développe et arrive l'année prochaine beaucoup plus formée et prête pour affronter la Ligue américaine. Avec le 11e choix de cette draft, Washington sélectionne donc Nell Angloma. On part en direction de Connecticut qui va jouer sa dernière saison en WNBA, la franchise ayant été vendue du côté de Houston après quelques magouilles de la commissionneur W. Pour sa dernière saison dans la Grande Ligue, Connecticut a fait la place aux jeunes, car en effet, le Young Core se constitue de Sanaya Rivers, Leila Lacan, Anissa Moreau, Alia Edwards par exemple, voire même Olivia Nelson-Ododa qui a récemment re-signé. De plus, la franchise a signé Brittney Griner sur un contrat de 1 an pour venir apporter toute son expérience à ces jeunes pousses pour la dernière saison de l'équipe dans la ligue. Il se murmure également aussi que Pauline Astier devrait rejoindre Rachid Méziane dans le Connecticut et former un backcourt du tonnerre avec Leila Lacan, un backcourt qui sonne très franchement cocorico. De ce fait, on peut se demander de quoi l'équipe aurait besoin. Eh bien, l'équipe a surtout besoin de talent et de shooting. Pour cela, la joueuse qui répondrait le mieux à ces critères, eh bien, c'est Gianna Nipkins, la joueuse de UCLA, elle qui est une shooteuse à très haut volume, qui a malgré tout une gestuelle un petit peu lente, qui pourrait poser problème en WNBA, mais avec des pourcentages comme ça, je me demande si Connecticut peut vraiment passer à côté, le shoot n'étant vraiment pas la force de ses joueuses extérieures. Au vu donc des autres joueuses disponibles à cette 12e position, je pense que le Connecticut Sun va jeter son dévolu sur Gianna Nipkins, l'ancienne joueuse de UCLA. Du côté d'Atlanta, c'est un petit peu plus compliqué. En effet, la franchise a prolongé absolument tout le monde après le trade d'Angel Reese. De ce fait, Alicia Clark, Ryan Howard, Nazil Mon, Jordan Canada et Breonna Jones seront toutes dans l'effectif la saison prochaine. En plus donc d'Angel Reese, de Tina Paopao, ça fait pas mal de minutes à donner déjà et on peut se demander quels sont vraiment les besoins de cette équipe. Le besoin numéro 1 dans cette équipe d'Atlanta, c'est de la création balle en main. Ouais, mais dans cette draft, c'est très compliqué. On a beaucoup de joueuses de complément, mais très peu de joueuses capables de faire tourner une attaque. La seule joueuse qui pourrait, pourquoi pas, être capable de le faire, encore disponible à l'heure actuelle, serait Charlie Sledger-Walker, l'ancienne garde de UCLA. Mais malgré tout, on se demande si drafter une joueuse comme ça, alors que Jordan Canada et Tina Paopao risquent d'avoir beaucoup de minutes, serait vraiment judicieux. Défensivement, le potentiel d'Atlanta est absolument illimité. Avec Ryan Howard, Angel Reese et Breonna Jones sur les postes 3, 4, 5, franchement, ça fait flipper quelques équipes. Mais il va certainement manquer d'un petit peu de shooting et de joueurs capables d'écarter un petit peu le terrain,
Et c'est pour ça que moi je partirais sur une poste 4, un petit peu plus shooteuse, qui a malgré tout de grosses lacunes défensives, qui est d'ailleurs l'une des pires défenseuses intérieures de cette draft, ce serait Martha Suarez de TCU. En partant du principe que le trio, Breonna Jones, Angel Reese et Nazil Mon, va jouer la plupart des minutes, avoir une joueuse comme Martha Suarez, capable de pénétrer, de jouer le connecting un petit peu avec sa qualité de passe, et d'écarter le terrain grâce à son shoot en sortie de banc sur quelques minutes, 3-4, pas plus, hein. Il n'y a pas forcément besoin de l'avoir joué 10 ou 15 minutes par match. Je pense que ça pourrait être judicieux pour se sortir parfois des équipes qui vont passer sous les écrans, laisser de l'espace lorsque les pick and roll entre Jordan Canada ou Breonna Jones ne fonctionnent pas. Comme vous le voyez, je ne suis pas forcément convaincu par ces choix. Comme on le dit souvent depuis quelques mois, cette draft ne renferme pas de très grands talents, ce sont surtout des joueuses de complément, et il est possible que même des joueuses de fin de premier tour ne voient jamais la ligue et ne sortent pas du training camp. Malgré tout, je pense que Martha a peut-être une carte à jouer dans cette équipe d'Atlanta. Elle va avoir un assez faible salaire, ça fait une rotation supplémentaire sur le secteur intérieur pour pas cher, donc pourquoi pas tenter le pari du côté de la ville des strip clubs, elle qui n'a vraiment plus beaucoup d'argent à dépenser cet été. Avec ce 13e choix, je pense donc qu'Atlanta va partir sur Martha Suarez. Retour du côté de Seattle qui avait le pick numéro 2 avec lequel j'ai sélectionné Olivia Miles, et avec le pick 14, étant donné que l'équipe est en reconstruction, on peut faire un petit peu ce qu'on a envie. Pour le moment, comme je vous le disais sur le choix numéro 2, Dominique Malonga et Easy McBegor sont encore dans l'effectif. Je ne vois donc pas trop l'intérêt de drafter une joueuse sur le poste intérieur. De ce fait, je drafterai au potentiel et au talent sur ce 14e pick du premier tour, et je partirai donc sur une joueuse allemande, une joueuse qu'on a l'habitude de voir, qui a fait très mal lors des derniers championnats d'Europe par exemple, avec l'Allemagne. Ça y est, je pense que vous voyez où je veux en venir, il s'agit évidemment de Frida Booner. Annoncée beaucoup plus bas que le premier tour, Frida Booner peut apporter un petit peu de sa jeunesse, de sa fougue et de son talent au scoring dans une équipe qui risque d'en manquer cruellement. Elle qui peut écarter le terrain, prendre des post-up quand elle aura des mismatchs, ça peut être vraiment intéressant du côté de Seattle, qui aura des minutes à lui donner et qui pourra la former tranquillement pour les saisons prochaines. Seattle ayant souvent de très bons scouts à l'international, je pense que Frida est sur leur tablette et pourquoi pas la prendre avec ce 14e choix, c'est en tout cas ce que je ferai. Avec le 14e pick, Seattle sélectionne donc Frida Booner. On retourne du côté de Connecticut qui avait deux choix assez tard dans ce premier round. Et encore une fois, on ne sait pas trop de quel côté aller. On a pris Gianna Nipkins avec leur premier choix, mais est-ce qu'elles vont une nouvelle fois partir sur un profil d'attaquante ou plutôt se servir d'une rotation supplémentaire à l'intérieur? On peut se demander. Moi personnellement, et là c'est un choix un petit peu plus du cœur, n'étant pas forcément emballé par les tops options qui sont disponibles sur le board, eh bien je partirais sur une joueuse dont on parle assez peu. Moi-même je l'ai assez peu vue jouer étant donné qu'elle était du côté de Richmond. Mes amoureux de NCAA savent déjà de qui je veux parler. Il s'agit de Maggie Dugan. Excellente shooteuse à 3 points, scoreuse à haut volume, elle est capable de faire à peu près tout sur un terrain de basket, même si on peut douter de ses qualités athlétiques au plus haut niveau. Elle a malgré tout des fondamentaux très solides, elle a prouvé qu'elle était capable de performer face aux meilleures équipes au niveau universitaire, et pourrait donc être un pari à faire en fin de premier tour pour une équipe comme Connecticut, qui a forcément besoin de talent dans son effectif. Avec ce dernier choix du premier tour, j'ai donc choisi de sélectionner, et c'est un choix plutôt du cœur, car je ne suis pas emballé par les joueuses restantes, j'ai choisi de sélectionner Maggie Dugan. Faisons donc un récapitulatif de cette mock draft et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On a en numéro 1 Easy Fudd du côté de Dallas, en 2 Awa Pham, en 3 Olivia Miles, Lauren Betts en 4, Chicago avec Flo J. Johnson en numéro 5, Kiki Rice du côté de Toronto, Tanaya Latson à Portland, Iana Martin, ma chouchoute du côté de Golden State, Gabriela Raquez en 9 à Washington, Raven Johnson en backup de Caitlin Clark en numéro 10, Nell Angloma qui pourrait rester un an de plus en France avec Washington en numéro 11, Jenna Nipkins du côté de Connecticut en 12, Martha Suarez en 13 pour apporter un peu de shooting à cette équipe d'Atlanta, Frida Booner en numéro 14 du côté de Seattle pour vraiment aller à fond dans la reconstruction. Et en dernière position de cette draft, Maggie Dugan du côté de Connecticut. C'est un petit peu ma wildcard, mais en soi, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne pioche.
Et franchement, Connecticut n'a pas vraiment de questions à se poser. Elles ne vont pas jouer grand-chose cette saison. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à utiliser le site WNBA Draft Simulator par ESPN et à me partager vos mock drafts directement sur Twitter ou même sur Instagram si vous en avez envie, tout en m'expliquant un petit peu pourquoi vous avez fait ces choix-là plutôt qu'un autre. Pour celles et ceux qui veulent suivre la draft, ça se passera dans la nuit de lundi à mardi, environ vers 1h du matin. Logiquement, comme chaque année, il devrait y avoir un live sur la chaîne Twitch de Swish Swish. Si vous avez l'habitude, vous savez un petit peu, je vous mettrai le lien en description, mais ça peut être intéressant pour vous, pour la suivre, sachant que c'est souvent assez dur à trouver pour la diffusion. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, ça sera toujours sympa. N'oubliez pas non plus que la semaine prochaine, on a le Final Six de l'Euroleague qui débute, avec les premiers matchs mercredi, les demi-finales qui se joueront vendredi et la grande finale dimanche qui mettra un terme à la saison Euroleague. Avant de se quitter, merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir et ça me donne vraiment de la force pour continuer. On se retrouve très très vite avec quelques surprises qui arrivent la semaine prochaine. À très bientôt. Peace out.